Bonjour à tous et bienvenue à ce carnet de voyage à la redécouverte de l'intérêt général. Le 12 janvier 2021, nous avons eu la chance de pouvoir remettre à 3 institutions, l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental, le Haut Commissariat au plan, les travaux qui ont été menés durant 7 ans sur les mutations de l'intérêt général en France. Le colloque du 12 janvier était un écho à un colloque qui lui-même avait été organisé le 12 janvier 2018, donc jour pour jour, 3 ans avant, avec une question très concrète. Intérêt général, est-ce dès aujourd'hui l'affaire de tous? Et à cette question, avec un point d'interrogation en 2018, nous avons voulu, en 2021, revenir avec une réponse et un point d'exclamation. En effet, aujourd'hui, il est communément admis par les citoyens, les élus, les chefs d'entreprise, les responsables associatifs, les chercheurs, les enseignants, de cette nécessité de jouer collectif, et nous verrons au cours de ce carnet de voyage, finalement, les données exactes de l'envie de chacun de jouer collectif. C'est facile à dire, mais encore faut-il le faire. Et c'est pour ça qu'en 2014, une équipe pluridisciplinaire de chercheurs, dirigeants d'entreprise, élus, responsables associatifs, ont décidé ensemble commencer un chemin pour redécouvrir la richesse de ce concept franco-français qui est l'intérêt général. L'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est finalement ce qui nous transcende, ce qui nous mobilise collectivement. Et nous avons voulu finalement comprendre quels pouvaient en être les leviers et comment concrètement agir pour pouvoir renouveler cet intérêt général dont nous sentions bien, dès 2014, l'utilité et la nécessité de se remettre ensemble dans un cap commun. Et il est très intéressant de se dire, au départ, nous nous sommes dit, finalement, est-ce que l'intérêt général, c'est un concept un peu dépassé, mais pourtant encore d'actualité, dont il suffirait de renouveler les valeurs pour que ça puisse repartir à nous. Eh bien, nous allons voir, à travers ce récit, que la réalité est beaucoup plus complexe, beaucoup plus pragmatique et concrète, mais aussi beaucoup plus enthousiasmante que cela. Bienvenue à ce récit de 7 ans de cheminement sur la redécouverte de l'intérêt général. Bienvenue dans notre voyage commun et dès à présent, regardons les étapes que nous allons pouvoir faire ensemble. Alors après avoir vu le sens de notre voyage, voyons maintenant quelles en sont les escales. D'abord, dans un premier temps, nous nous rappellerons quel a été le cheminement collectif qui a été mené durant ces 7 ans. Dans un deuxième temps, quels ont été les enseignements, et nous verrons que 4 enseignements majeurs peuvent être tirés de ce cheminement. Dans un troisième temps, comment agir aujourd'hui, dès aujourd'hui, dans le sens de l'intérêt général. Et puis en guise de conclusion, nous donnerons quelques messages d'espoir pour 2021, puisqu'effectivement ce cheminement de 7 ans nous donne réellement envie de transmettre un message positif d'espoir. Alors, le chemin a commencé en 2010, lorsque nous avons été voir avec Daniel Lebègue, alors président de l'ORS, Jacques Dermagne, président du Conseil économique, social et environnemental, pour lui proposer de lancer un groupe de travail sur les mutations d'intérêt général. Le président Dermagne nous a dit 2 choses. D'abord, ne commencez pas par l'institution, mais plutôt ayez un petit travail préalable, important, pour pouvoir revenir auprès de l'institution avec des premiers résultats. Et le deuxième élément, attendez le juste temps, le bon moment pour lancer cette réflexion. Elle ne doit être ni trop tôt, parce que vous ne serez pas entendu,
ni trop tard parce que le temps qu'il vous faudra pour construire finalement cette connaissance commune sur les mutations d'intérêt général ne seront pas en cohérence avec la temporalité. Dès lors, lorsque Hubert Allier, alors membre représentant les associations au CESE, en 2014 vient nous voir, Daniel Lebègue et moi-même, pour nous proposer de lancer cette réflexion sur les mutations d'intérêt général, le temps est venu. Nous prendrons d'abord, avec 16 personnalités diverses et variées, le temps de pouvoir qualifier cette notion d'intérêt général et d'identifier les trois fondements majeurs du sujet: la vision partagée, la capacité à avoir une action collective transformatrice et la gestion régulatrice seront les trois leviers que nous qualifierons durant ce premier cheminement, et nous publierons en 2015 un premier rapport. Le deuxième temps très important sera finalement de ce rapport et de sa mise en débat, avec notamment des think tanks, vers un colloque du 12 janvier 2018 sur intérêt général, dès aujourd'hui l'affaire de tous, avec un point d'interrogation pour demander aux décideurs publics et privés, nationaux et territoriaux, leur avis. Nous avons été surpris à l'époque de voir l'enthousiasme qu'avait suscité ce colloque, puisque nous y attendions 150 décideurs et que 300 sont venus pour partager toute une journée ensemble de colloques avec des ateliers passionnants où plus de 1000 idées sont ressorties de cela pour éclairer les trois questions: comment se redoter d'une vision partagée, comment mieux gérer la gestion régulatrice, et puis comment concrètement agir collectivement au plus près des territoires, au plus près des besoins. De ce cheminement, un troisième temps est venu en disant: mais comment partager finalement avec l'ensemble des parties prenantes ce que nous avions constaté à 300 en janvier 2018. Et un nouveau cheminement de 3 ans s'est engagé jusqu'à ce 12 janvier 2021, où nous avons pu remettre aux trois institutions que j'ai citées préalablement, l'Assemblée nationale, le CESE et le Haut Commissariat au Plan, le fruit de notre réponse collective: oui, l'intérêt général est bien aujourd'hui l'affaire de tous. Et je crois que la Covid, depuis mars 2020, nous a démontré à quel point non seulement c'était une conscience commune de cet enjeu, mais plus encore et peut-être plus profondément, une action commune dans laquelle nous sommes tous engagés. Et la bonne nouvelle est peut-être là, c'est qu'effectivement nous ne sommes plus dans « oui, il faudra un jour co-construire l'intérêt général », mais nous sommes déjà, dès aujourd'hui, dans ce mouvement. Alors, il est toujours intéressant de pouvoir retracer un chemin et finalement savoir quelles en ont été les étapes. Et donc depuis 2015, nous avons publié chaque année un document qui permet de retracer ce qui était finalement l'avancée de l'époque. Le rapport intérêt général, nouvelles alliances, nouvelles gouvernances, nouveaux enjeux en 2015. Le livre Bien commun vers la fin des arrogances en 2016. Le livre Oser l'intérêt général à travers 12 exemples de cheminement sur comment accompagner ces transformations en 2017. Bien évidemment, les actes du colloque intérêt général dès aujourd'hui l'affaire de tous en 2018. Le dossier juriste association intérêt général, un concept en mutation en 2019. Et puis une lettre aux élus en 2020 pour leur transmettre à la fois les données, les outils, et leur donner accès aux compétences capables de les aider très concrètement sur leur territoire à pouvoir mettre en œuvre ces mutations d'intérêt général. Alors, quels ont été les résultats, les fruits de ce cheminement de 7 ans? Eh bien, l'éclairage sur 4 points essentiels. D'abord, sur finalement identifier que la question est une notion finalement très importante en termes de sémantique. Elle demande de s'approprier des concepts très complexes, mais qui sont très concrets dans la vraie vie.
Le deuxième point, c'est finalement comment qualifier l'ensemble, globalement, l'écosystème dans lequel nous sommes. Cette vision systémique auquel nous sommes confrontés est très complexe à appréhender. Comment peut-on la découper pour la rendre audible, compréhensible et surtout de pouvoir agir dessus? Le quatrième enseignement, c'est comment conduire le changement. Comment aider chacun à passer du constat de la difficulté dans laquelle nous sommes à la certitude que nous pouvons collectivement répondre là où aucun d'entre nous seul ne peut agir. Et puis le quatrième enseignement, c'est comment déployer. C'est très bien de pouvoir avoir trouvé des solutions, mais finalement, si nous ne sommes pas capables de les partager à grande échelle, eh bien, tout cela n'est que, j'allais dire, petit impact et non pas le changement systémique tel que nous y invitent les objectifs de développement durable, et notamment parmi eux, le dernier d'entre eux, le 17e, celui sur faire alliance pour réussir les transformations. Alors, deuxième escale de notre carnet de voyage, peut-on rentrer un peu plus précisément dans les enseignements du voyage en précisant un peu ces 4 découvertes. Et commençons par la première découverte, finalement, cet enjeu de sémantique. Nous avons clarifié 4 notions qui nous semblent essentielles. Qu'est-ce que l'intérêt général? Est-ce que la notion de bien commun, de plus en plus usitée, est un substitut à l'intérêt général? Qu'est-ce que ce cadre commun des objectifs de développement durable, des ODD, dont on entend de plus en plus parler, mais finalement dont on ne sait pas forcément ce qu'ils constituent? Et puis, qu'est-ce qu'une alliance d'intérêt général? Oui, jouer collectif, c'est bien, mais concrètement, ça veut dire quoi faire alliance? Eh bien, nous sommes rentrés progressivement dans la définition de chacun de ces concepts. Concernant l'intérêt général, nous avons rappelé que c'est un concept franco-français, d'ailleurs qui ne se traduit pas. General interest, en anglais, n'existe pas. D'accord ? Pourquoi? Parce qu'il est basé sur un principe d'universalité et d'intemporalité, mais qui doit, pour s'incarner, paradoxalement, se traduire dans l'espace et dans le temps. Donc c'est compliqué parce que c'est un concept qui à la fois est intemporel et universel, mais il faut bien qu'il soit inscrit aujourd'hui et maintenant pour qu'il ait du sens. Ce qui le rend très difficilement discernable et même définissable. Donc vouloir définir l'intérêt général serait l'enfermer dans un moment, un espace-temps, qui lui ferait perdre tout son intérêt. Et finalement, ce concept qui a évolué depuis 1500 ans en France, en prenant des noms et des logiques un peu différentes, c'est ce paradoxe qu'on a absolument besoin d'un fil conducteur de l'origine de notre humanité, sans doute jusqu'à sa fin, mais que nous avons bien évidemment besoin de l'incarner très concrètement aujourd'hui et maintenant, ça n'a pas de sens autrement. Alors si on ne peut pas saisir l'intérêt général, comment peut-on l'activer? Comment peut-on avoir une action dessus? Et nous avons qualifié 3 leviers complémentaires. D'abord, avoir une vision partagée. Quel est le cap commun que nous devons nous donner? Alors il est bien clair que si nous sommes au IVe siècle, au XVIe siècle ou au XXIe siècle, le cap commun n'est pas le même. Donc il est normal que nous redéfinissions à chaque période quel est notre cap commun et notre projet commun. Le deuxième levier, c'est bien évidemment celui de la gestion régulatrice, qui est légitime pour arbitrer. Nous voyons bien que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers, sinon ça serait très facile, il n'y aurait pas d'arbitrage, l'arbitrage serait automatique. Mais nous voyons bien que dans une société, dans une ville, dans une organisation, il faut bien quelqu'un qui décide et qui soit finalement hors des parties pour décider. C'est cette gestion régulatrice. Et puis le troisième levier d'activation de l'intérêt général, ça n'est autre finalement que l'action collective, transformatrice que chacun d'entre nous peut avoir. Les personnes, les organisations, comment est-ce qu'on finalement on contribue à cet intérêt général. Et cette contribution à l'intérêt général est elle-même cette capacité de co-construire le bien commun.
Puisqu'effectivement, cela nous amène à la deuxième notion, est-ce que ce bien commun et cet intérêt général seraient la même chose? Pas du tout. Pas du tout. Là où l'intérêt général est quelque chose finalement, entre guillemets, un peu hors sol, pour pouvoir être universel et intemporel, la co-construction du bien commun est au contraire au plus près des besoins, au plus près des fragilités pour savoir comment collectivement les aborder. Et il est très intéressant de se retracer l'origine de la notion de bien commun. XIIe, XIIIe siècle, et dans deux dynamiques très différentes. Celle de saint Thomas d'Aquin qui finalement explique que si nous devons être en cohérence entre la foi chrétienne qui était la sienne et l'action de terrain, eh bien il faut qu'effectivement ça se traduise dans une dynamique politique, et cette dynamique politique du bien commun, c'est de dire, eh bien, le nous doit laisser une place au je. Et quelque part, c'est le début de la réflexion sur le sens de l'action individuelle au-delà de la gestion collective, qui est introduit par la notion de bien commun que saint Thomas d'Aquin décrit au XIIIe siècle. Et au XIIe, XIIIe siècle, là aussi, deuxième dynamique qui n'a rien à voir, mais tout à fait finalement complémentaire, et qui utilise la notion de bien commun aussi, mais cette fois-ci avec un S, c'est celle des enclosures en Angleterre, celle qui débutera en XIIe siècle et sera bien plus au XVIe et au XVIIIe siècle au cœur des débats, c'est-à-dire peut-on clore un champ pour permettre effectivement de protéger ce champ, mais d'empêcher les animaux de passer. Et donc la question entre la propriété individuelle et le bien collectif se pose alors. Et donc vous voyez bien que ces deux notions qui naissent en même temps sont d'un côté une notion spirituelle, finalement comment laisser de la place au jeu par rapport au nous, et dans un deuxième temps, dans une logique très matérielle, comment peut-on gérer les biens communs, et en l'occurrence dans les enclosures au XIIe siècle, c'était la question de la terre qui était la question. Aujourd'hui on peut poser la même chose avec l'eau, l'air, ou les communs du numérique par exemple, à travers le savoir. Et il est très intéressant que réapparaît cette notion de bien commun 7 siècles plus tard, lorsque l'équilibre entre le je et le nous se pose à nouveau, mais non plus quelque part pour dire il faut laisser au je une petite place par rapport au nous, mais exactement à l'envers, dans un monde où finalement tout est devenu le je, eh bien, comment peut-on réintroduire du nous, du collectif? Et c'est véritablement cette logique de bien commun au sens de pouvoir d'agir qui revient au devant de la scène, ce pouvoir d'agir, que ce soit celui de la personne ou que ce soit celui de l'organisation. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on retrouve finalement 7 siècles après ce que l'on avait, une double dimension, celle de la gestion matérielle des biens. Elinor Ostrom, en 2009, prix Nobel de l'économie, pour définir comment nous pouvons gouverner nos biens communs, et celle beaucoup plus spirituelle et finalement philosophique, qui est quel est notre lien commun, comment finalement faisons-nous société. Et de cela nous amène finalement une troisième notion très intéressante, c'est que pour faire société, encore faut-il avoir un projet partagé. Et ça n'a pas forcément été perçu aussi clairement en 2015, lorsque 194 États signent les objectifs de développement durable le 25 septembre 2015, mais c'est une rupture dans la façon de pouvoir dialoguer entre États au niveau mondial. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où l'ensemble des pays se dotent par consensus d'un objectif commun, d'un programme d'objectifs communs, pas seulement de processus, pas seulement d'idées communes, pas seulement pour cibler sur une seule action, mais une vision systémique. Tout domaine, tout acteur, tout territoire.
Et ça, c'est une première. Nous n'avions jamais réussi à faire en sorte que tous les États du monde se mettent d'accord sur un programme commun d'objectifs avec une échéance très claire, 15 ans après, l'agenda 2030, pour pouvoir assumer l'ensemble des transformations de la société. Les États avaient défini en 2015 17 objectifs et 169 cibles d'action, dont les objectifs et les indicateurs ont été clairement définis sur ce que nous devions avoir et réussir en 2030 pour avoir réussi cette transformation systémique dont nous avons besoin. Et ces agendas sont très structurants et restent encore d'actualité, peut-être plus encore après la Covid qu'avant. Et ce qui est très intéressant de constater, que l'on peut vraiment mettre en avant, c'est que finalement, ces objectifs de développement durable n'ont pas du tout été réduits par la Covid-19. La Covid-19, on a rappelé l'urgence de pouvoir continuer d'agir. Et le deuxième constat, c'est que certes, on pourra regarder le verre à moitié plein, puisque finalement, à moitié vide, pardon, puisque finalement, en 5 ans, on n'a pas réussi à atteindre tous les objectifs. Mais oui, nous étions donnés 15 ans. Et quelque part, on ne peut pas pousser, tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite, ça ne fonctionne pas. Et 5 ans après la signature des objectifs de développement durable, il y a déjà des avancées significatives et nous avons encore 10 ans pour les réussir. Et la Covid nous invite à nous poser la question, comment on va pouvoir le faire? Dernier élément de sémantique commune, c'est finalement ces alliances d'intérêt général, quelles sont-ils? Eh bien, ce sont la capacité des acteurs, des organisations issues de mondes très différents, de pouvoir agir ensemble au service de nos défis communs. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça implique tous les acteurs publics, les entreprises, les associations, les collectivités territoriales, les institutions, le monde académique. Et que l'objectif n'est pas simplement de réduire des fragilités et de l'opposer à la capacité à créer de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi durable. C'est de faire les deux ensemble. D'où le challenge de pouvoir réussir ces alliances au service de l'intérêt général. Et le dernier point qui est important, et j'en finirai là avec l'enjeu de sémantique, c'est que ces alliances, pour pouvoir avoir du sens, doivent être en proximité, très incarnées dans la diversité de nos territoires, puisque effectivement, pour être effective, elle doit bien tenir compte du fait qu'on ne fait pas alliance et les besoins ne sont pas les mêmes à Lille, Paris, Marseille, Langres et Bressuire, ni même que, bien évidemment, en France par rapport au Cameroun, au Canada ou à la Thaïlande. Et c'est cela les enjeux que nous avons qualifiés de sémantique sur ces 4 points. Alors, après un enjeu de sémantique, le deuxième point, c'est finalement qualifier cette situation systémique, cet écosystème dans lequel nous évoluons, ce qui caractérise l'intérêt général. Et bien évidemment, nous voyons bien tout de suite la complexité, puisque pour décrire l'écosystème, il faut savoir de quel objet on parle, de quel acteur on parle et de quel levier nous parlons. Autrement dit, comprendre l'écosystème, c'est savoir quoi, qui et comment. Mais nous avons vu aussi, au cours de notre cheminement, qu'il y avait 2 autres éléments essentiels. C'est celle de la juste temporalité, parce que un écosystème vit et finalement, au fur et à mesure du temps, il n'est pas sensible au même sujet. Et le troisième, c'est de dire finalement, il est absolument indispensable de savoir quelle est la capacité d'adhésion des acteurs à bouger. Très souvent, on nous parle effectivement du pouvoir d'agir. Qu'est-ce que je peux faire? On nous parle du devoir d'agir. Quelle est ma responsabilité? Mais il ne faut pas oublier l'envie d'agir. Finalement, à quel moment j'ai envie de me lever et de bouger? Eh bien, c'est ces 3 dimensions. De quel écosystème parlons-nous? Pourquoi est-ce la bonne temporalité pour agir? Et comment susciter l'envie d'agir?
qui caractérise le deuxième étape de notre cheminement sur les mutations d'intérêt général. Commençons par décrire notre écosystème. Notre écosystème se caractérise par trois choses. D'abord, de comprendre à quelle situation nous sommes confrontés. La situation est finalement ce que nous avons appelé la triple articulation, tout domaine, tout acteur, tout territoire. La problématique effectivement d'une transformation systémique, celle que nous vivons aujourd'hui, c'est que les domaines d'action sont interconnectés. Je ne peux pas agir sur l'économie sans que ça ait des impacts sur le social et sur l'environnemental. Je ne peux pas agir sur le logement sans que ça ait des impacts sur la mobilité et sur l'environnement. Et si je ne prends pas en compte l'ensemble de ces liens, alors je vais peut-être répondre à une question économique, mais sans être capable de répondre à la question de santé. Et je crois que la situation de la Covid-19 que nous vivons nous rappelle chaque instant que le juste équilibre entre ces différentes dimensions, bien évidemment, est essentiel. Nous voyons bien que quel est l'arbitrage entre les questions de santé et les questions économiques. Mais même entre les questions de santé, quelles sont-elles au sein même de la question de santé? Bien sûr, il faut couper les liens pour que le virus ne se transforme pas. Mais couper les liens a aussi des impacts sur la santé. Donc quel est le juste équilibre? Et ces premiers niveaux d'arbitrage, c'est finalement l'équilibre entre les domaines eux-mêmes. Mais le deuxième point qui est essentiel, c'est finalement que les acteurs, la façon dont les acteurs peuvent agir, bien évidemment, ne sont pas les mêmes. Si je suis un acteur public, et si je suis un acteur du gouvernement, ou du Parlement, ou si je suis un élu local, ou un agent local, je ne vais pas avoir les mêmes leviers d'action. Si je suis une entreprise, une association, ou un citoyen, ou un académique, je ne vais pas avoir les mêmes leviers d'action. Et pour qu'on puisse répondre à l'ampleur des défis, c'est bien évidemment toute cette force-là, collective, qu'il faut pouvoir mobiliser autour de ces défis. Et comme si ce n'était pas déjà suffisamment complexe, la troisième dimension de cette articulation, c'est tout territoire. Parce qu'effectivement, il faut à la fois répondre aux enjeux de transformation de notre planète, mais aussi de savoir très concrètement, au Voivre, qui est une commune rurale des Vosges, comment est-ce qu'on fait concrètement? Parce que la vraie vie, elle est au Voivre, elle n'est pas dans la planète. Et donc, là où je peux, et je suis en capacité d'agir, c'est au Voivre, à Langres, à Paris, à New York, à Philadelphie, mais bien évidemment, dans une logique où quel est le lien que je peux faire entre mon action très concrète de territoire et l'impact au niveau mondial que je peux avoir. Et donc, on voit bien que tout décideur aujourd'hui, qu'il soit public ou privé, d'une grande ou d'une petite organisation, est confronté à cette triple articulation qu'il doit pouvoir finalement gérer en trouvant le juste équilibre, et cet équilibre étant bien évidemment mouvant. Nous le voyons là encore dans la situation sur la Covid-19 que nous vivons tous les jours. Le deuxième élément, c'est qui et à quel niveau peut-on agir? Et nous voyons bien là aussi qu'il y a trois grandes sphères d'action très complémentaires. La première, nous la connaissons bien, puisqu'il est question d'intérêt général, c'est bien évidemment la sphère publique, qu'elle soit au niveau national ou territorial. Finalement, comment l'acteur public va gérer cette capacité à pouvoir piloter les questions d'intérêt général. Mais bien évidemment, de l'autre côté, il y a aussi le pouvoir d'agir de chacun d'entre nous. Et bien évidemment, que serait notre capacité collective, et nous l'avons là encore vu au moment de la Covid-19, sans la capacité des 12,6 millions de bénévoles qui régulièrement s'engagent au service de toute cette dynamique, mais aussi des 24 millions de salariés et des fonctionnaires qui vont dans leur quotidien agir. Et voire même, nous, en tant que consommateurs, au moment où on va faire nos arbitrages pour nos choix, nous avons bien évidemment un pouvoir d'action. Et il y a un troisième acteur, souvent oublié en France dans notre façon d'appréhender les choses, qui sont les organisations. Que ce soit une organisation publique ou privée, que ce soit une association ou une entreprise, une organisation, c'est un corps social. C'est une capacité à agir ensemble. C'est un lieu de construction collective. Trop souvent, dans nos pensées, nous considérons que les organisations sont des corps intermédiaires, un peu inutiles. Il ne doit rien y avoir entre citoyens et l'État, disait la loi Le Chapelier 1791, mais c'est faux.
Heureusement que nous avons nos organisations. Heureusement que nous avons nos 1 500 000 associations. Heureusement que nous avons nos 5 millions d'entreprises. Heureusement que nous avons nos 34 843 communes. C'est bien là où nous pouvons construire dans ces organisations un collectif. Et donc n'oublions pas qu'entre le pouvoir individuel d'action et le pouvoir de gestion collective, qui est le pouvoir, l'élu et l'acteur public, il y a cette force d'action que sont les organisations. Et le troisième élément que nous avons qualifié, c'est de dire, très bien, nous savons sur quoi agir, ce triptyque, tout domaine, tout acteur, tout territoire. Nous savons qui peut agir, le système politique, les citoyens, les organisations, et maintenant, comment agir? Eh bien, ce qui a été peut-être la plus belle découverte dans nos travaux sur l'intérêt général, c'est justement ce triptyque d'activation de l'intérêt général, mais qui est aussi un triptyque d'activation de la mobilisation, de l'enthousiasme de chacun d'entre nous. Il faut avoir un cap, une vision. Où vais-je? Pourquoi je me bats? Pourquoi je me lève le matin? Quel est mon combat et qu'est-ce que je peux dépasser? Deuxième question, concrètement, finalement, comment je vais faire? Et donc avec quels outils je vais pouvoir agir? Quelles sont les dynamiques de gestion, les processus, les logiques que je vais pouvoir faire? Mais aussi très concrètement, et là encore, ne limitons pas notre pensée à un grand discours, une vision, et puis à des outils de gestion, de loi, de réglementation, de processus qui nous aident. Concrètement, qu'est-ce que j'apprends de l'action? Quand je suis dans l'action, et encore plus avec d'autres, je découvre des choses. Et comment je fais de cette action collective une vraie levier de transformation qui peut nourrir la vision. Et bien évidemment, qui peut influer sur quel outil de gestion je vais utiliser. Et c'est ce retour comme action première, et non pas comme gestion première, qui est peut-être la grande transformation de ces 30 dernières années. Nous avions pris l'habitude, finalement, que la vision était assez claire, le progrès, et que, finalement, pour ce progrès, l'action était un épiphénomène, et que, quelque part, il suffisait des lois, des normes, et qu'en régulant les choses, eh bien, voilà, nous allions pouvoir développer. Et nous avons retourné, quelque part, au bon sens de l'action, que très récemment, et là encore, déjà 2008 a été un premier élément de secousse, mais 2020, avec la Covid, nous rappelle que seule l'action est engagement. Que face à la complexité des solutions, il ne s'agit pas de faire des grands discours ni d'avoir des boîtes à outils magiques, il faut commencer par inventer les solutions. Et c'est peut-être sur ce levier de l'action collective, transformatrice, que la dynamique a été la plus forte durant ces dernières années. Alors, puisque finalement nous avons la vision de cet écosystème, quel est son objet? Pour faire quoi? Qui peut agir? Et quels sont les leviers d'action? Comment on va pouvoir agir? Pourquoi est-ce le bon moment? Eh bien, c'est le bon moment parce que, pour la première fois dans l'histoire de notre humanité, les 4 grands acteurs sont en fragilité en même temps. Nos politiques publiques, bien évidemment. Comment, face à l'ampleur des défis de transformation qui sont les nôtres, écologiques, sociaux, sanitaires, pouvoir conduire les changements? Bien évidemment, ils ne peuvent pas le faire seuls. Et la co-construction des politiques publiques qui s'amorce depuis une décennie en est la preuve. Bien évidemment, nos entreprises, nous voyons bien avec la loi Pacte de 2019 de l'entreprise à mission que l'entreprise n'est pas simplement un lieu de production de biens et services pour gagner de l'argent. C'est un lieu de construction collective de solutions dont nous avons besoin pour répondre à nos besoins, y compris les plus fragiles d'entre nous. Les acteurs associatifs d'intérêt général, bien évidemment, c'est un lieu d'engagement collectif. C'est le lieu de l'observation des signaux faibles, de la capacité à détecter les besoins et à faire des expérimentations innovantes. Mais la raréfaction des ressources
Et puis l'amplification des besoins fait en sorte que, bien évidemment, faire tout seul n'a plus aucun sens. Et puis, le quatrième acteur, l'acteur qui peut-être a été le moins bouleversé, ou avait été le moins bouleversé, en tous les cas en France depuis le XIIe siècle, l'acteur académique. L'acquisition du savoir n'est plus le même. Nous n'apprenons plus par nos pairs, P-E-R-E-S, mais par nos pairs, P-A-I-R-S. Nous n'apprenons plus par des professeurs qui viennent nous faire un cours, mais nous regardons des MOOC et allons débattre en cours de ce que nous avons vu et appris par ailleurs. La transformation du savoir, de la transmission du savoir, du partage du savoir et même de la construction du savoir a radicalement été bouleversée depuis ces 30 dernières années. Et donc, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les 4 grands acteurs, l'acteur public, l'acteur économique, l'acteur d'intérêt général qui porte les initiatives citoyennes et les acteurs académiques sont en fragilité. Et ce mot de fragilité est important dans la temporalité que nous portons. C'est justement parce que nous sommes tous fragiles que nous pouvons nous appuyer sur les autres pour construire ensemble. Et c'est là où, dès 2016, le Rameau, à l'occasion de ses 10 ans, avait demandé à 33 auteurs de donner sa vision sur un sujet très important, c'est que le bien commun commence par la fin des arrogances. Et finalement, c'est cette fin des arrogances obligatoire qui vient être en rupture radicale avec le XXe siècle. Le XXe siècle avait été le siècle des arrogances. Est contre ouest, patronat contre syndicat, national contre territoire, nord contre sud. Tout était opposition pour savoir où a été le meilleur système. La question aujourd'hui n'est pas le meilleur système, le système le plus performant. La question aujourd'hui, c'est avec quelle pertinence associons-nous la diversité des systèmes pour couvrir l'ensemble des besoins et en priorité du plus fragile d'entre nous. Parce que faire société, c'est bien mettre au cœur les plus fragiles d'entre nous. Pas par une solidarité de bon cœur, par bon sens. La force d'une chaîne, c'est le maillon le plus faible qui la définit. Tant qu'il y a un territoire faible parmi nous, tant qu'il y a une personne en fragilité parmi nous, nous ne pouvons pas avancer. Et c'est bien ça que la Covid nous a rappelé de façon dramatique, au sens de mettre en drame une situation dont nous avions bien conscience, bien avant la Covid, que nous allions devoir radicalement changer. Alors, on pourrait se dire, mais finalement, est-ce que tout ça est désespoir? Ou est-ce que, au contraire, Chrysalide devient papillon, et que, après avoir rampé durant quelques siècles, en croyant que l'un d'entre nous était meilleur que l'autre, nous n'avons pas là l'opportunité de construire ensemble un XXIe siècle plus solidaire, plus fraternel, plus durable, plus équitable. Eh bien, et c'est le troisième point, finalement, après avoir vu de quel écosystème nous parlons, après avoir vu quelle temporalité, c'est ce point de l'envie. Nous avons été frappés, et là je change de casquette, je prends celle de président fondateur du Rameau, et notamment qui a créé l'Observatoire des partenariats en 2008, lorsque l'année dernière nous avons re-questionné les principales parties prenantes de notre société sur cette envie de jouer collectif. 81% des Français, et là-dessus ils sont constants depuis la première étude de 2008, 81% des Français en plein cœur de la crise nous rappelaient notre devoir d'alliance. Oui, associations, entreprises et collectivités territoriales ont le devoir, ensemble, de trouver des solutions. Et pourquoi ? Parce que pour le citoyen, ce n'est pas un devoir dont il s'éloigne, c'est que lui a envie de s'engager dans ces coopérations. Qu'il est le premier à dire mon pouvoir d'agir, je suis prêt à le mettre quelque part, mais où dois-je le mettre? C'est bien dans ces alliances d'intérêt général que je peux le faire. Les citoyens, les Français l'avaient déjà dit dans Impact citoyen en octobre 2019, ils nous l'ont redit au plein cœur de la crise
au moment où la députée Caltira Combouzon et moi-même remettons au secrétaire d'État Gabriel Attal la mission ministérielle, le fruit de la mission ministérielle sur l'accélération des alliances stratégiques en France, ils nous le disent haut et fort pour 81% d'entre eux, oui, nous avons un devoir d'alliance. Mais la deuxième bonne nouvelle, c'est que 92% des maires reconnaissent un besoin d'alliance. Lorsque le 23 novembre, nous restituons l'étude Impact élus locaux, ce qui nous frappe, c'est cette volonté des maires, non plus seulement de reconnaître, mais pour 64% d'entre eux, de l'utiliser dans le sens de le mettre comme un levier dans leur mandat. Alors souvenons-nous ce que dit Sylvain Wasserman, le vice-président de l'Assemblée nationale, au moment de la présentation des résultats. C'est anxiogène pour un élu de co-construire. De partir d'un point A sans savoir où est le point B, mais en faisant confiance à ce que nous soyons en capacité de l'inventer ensemble, c'est courageux. C'est très courageux, mais aussi très anxiogène. Et donc, la question se pose, quelle est la volonté des organisations d'y répondre? Et là, la réponse des entreprises, en juin dernier, est unanime, pour 84% d'entre elles. Une envie d'alliance. Nous sommes au cœur de la problématique économique. Nous sommes à un moment donné où tout le monde sait que c'est compliqué. Alors pourquoi 84% des dirigeants d'entreprise? Je rappelle que 96% des entreprises françaises ont moins de 20 salariés. Et qu'il s'agit bien d'une étude représentative de l'ensemble des acteurs économiques. Donc des TPE, des PME, des ETI, des grands groupes qui ne sont pas la même réalité. Pourquoi est-ce que ces patrons de petites, de grandes, de moyennes entreprises ont envie d'alliance? Tout simplement parce qu'ils ont compris que ce n'était pas qu'une question de solidarité, mais que c'était aussi une question, bien évidemment, d'innovation ensemble, de trouver des solutions là où personne tout seul ne peut les trouver. Et voilà donc pourquoi, non seulement nous pouvons qualifier l'écosystème, et donc le comprendre en le décortiquant par petits bouts. Non seulement nous pouvons dire pourquoi est-ce que c'est la bonne temporalité, puisque tout le monde est en fragilité aujourd'hui, mais nous pouvons aussi affirmer haut et fort, et c'est la deuxième bonne nouvelle, le deuxième grand enseignement, que nous sommes maintenant à maturité collective pour passer à l'action, parce que nous avons une envie collective. Alors, nous avons donc vu le premier enseignement sur la sémantique, et puis le deuxième enseignement sur la qualification des enjeux et des pratiques sur l'intérêt général, et pourquoi nous sommes aujourd'hui à une temporalité très particulière. Voyons maintenant le troisième enseignement, celui sur la capacité à savoir comment finalement agir sur l'intérêt général et de pouvoir voir comment conduire le changement induit. Toute conduite du changement nécessite cette force. Savoir pourquoi agir, y a-t-il nécessité d'agir? Avoir une vision pour agir. Avoir des exemples inspirants. Est-ce que c'est possible? Sans certitude que c'est possible, vous n'agissez pas. Ce sont les trois premiers moteurs. Et puis après, il y a des leviers, des conditions du changement. Comment mobiliser les énergies? Est-ce que les dispositifs sont présents pour pouvoir y répondre? Est-ce qu'il y a un modèle socio-économique, un équilibre de la maison qui permet de le faire? Et si vous associez les trois moteurs et les trois conditions du changement, alors vous pouvez avoir la septième force, la dynamique collective d'action au service de la cause que vous défendez. Alors passons en revue les 7 forces du changement pour voir pourquoi 2020 a été une année particulièrement importante dans notre capacité à passer de la reconnaissance du jouet collectif et des mutations d'intérêt général à une capacité à, dès aujourd'hui, agir sur l'intérêt général. Le premier, sur la prise de conscience, je redonnerai les 3 chiffres qui viennent d'être évoqués sur 81% des Français, 92% des maires
et 84% des chefs d'entreprise qui considèrent aujourd'hui la nécessité de jouer collectif. Sur la vision partagée, je rappellerai ce que nous avons dit sur les objectifs de développement durable et de montrer, notamment comme nous l'avons fait dans le cadre du benchmark entre ODD et entreprises publié en juillet dernier, la prise en main de cette vision par les organisations, que ce soit les associations, les entreprises, les collectivités territoriales ou les acteurs de la recherche, dans les ODD comme ce cadre commun. Dans les exemples inspirants, je citerai à la fois les 500 exemples qui ont été identifiés, qualifiés dans la base de données Impact Pratique Responsable, mais plus encore, les 15 exemples inspirants qui ont été valorisés le 1er octobre dernier par la Fondation pour la co-construction du bien commun, pour montrer combien les artisans du bien commun, les projets Cèdres du Liban et les territoires de confiance étaient déjà à l'action. Nous ne manquons pas d'exemples inspirants. Sur la mobilisation des énergies, le premier élément sur les conditions, eh bien, la démarche d'anticipation de sortie de crise, dont vous pouvez trouver le document de capitalisation de la démarche qui a été menée entre le 20 mars et l'été 2020 au travers d'un cheminement de 51 organisations complémentaires sur comment anticiper la sortie de crise pour les acteurs et les actions d'intérêt général. Et on voit à quel point cette mobilisation collective a permis de pouvoir proposer des choses extrêmement concrètes. Sur les dispositifs à l'œuvre, eh bien, nous pouvons noter, bien évidemment, l'année dernière, le nouveau passage d'étape de la Fondation des territoires. Nous vous pouvons citer, bien évidemment, la phase de déploiement, de début du déploiement du fonds I lancé par la Caisse des dépôts avec 5 autres investisseurs. Nous pouvons bien évidemment noter la création du fonds ODD 17 pour soutenir les alliances d'intérêt général. Le 6e condition, celle de modèle socio-économique, nous pouvons souligner la prise de conscience de la nécessité de reconnaître la diversité des modèles socio-économiques, et le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général est une très grande avancée, celle de vouloir cheminer durant 1 an pour permettre à chacun de s'approprier les spécificités de cette diversité de modèles socio-économiques, tant en termes de richesse humaine qu'en termes de levier de financement et en termes, bien évidemment, de nouvelles alliances. Tout ça nous amène à la dynamique collective. Est-ce que l'année dernière, nous avons pu bénéficier d'une dynamique collective un peu exceptionnelle? Eh bien oui, puisque la dynamique de la mission ministérielle, qui a été copilotée par Katia Rakombouzon et moi-même, a voulu, non pas nous mettre en avant, ça n'avait aucun intérêt, mais la centaine d'organisations territoriales, nationales, des pionniers qui se sont mobilisés pour qu'ensemble, nous puissions remettre le 7 mai dernier au secrétaire d'État Gabriel Attal un programme de 21 mesures pour pouvoir engager réellement les organisations publiques et privées au service de ces nouvelles alliances d'intérêt général. Eh bien, nous avons pu voir le 17 octobre dernier, 6 mois après, lorsque nous avons remis le bilan à la secrétaire d'État Sarah El Haïry sur finalement ce qui s'était mis en place, que ce n'est plus seulement une reconnaissance de cette nécessité de jouer collectif, mais que nous sommes passés à l'action. Alors, une fois que les enjeux sémantiques sont clarifiés, une fois que les besoins sont eux aussi qualifiés, une fois que les conditions du changement sont réunies, le 4e enseignement concerne la capacité à réellement déployer. Nous le savons bien, ce n'est pas parce qu'une preuve de concept existe qu'elle est capable de se déployer immédiatement, et l'appropriation par l'ensemble des acteurs est un élément déterminant. Là encore, nous avons
identifié quels étaient les leviers pour le faire. 7 leviers. Le premier levier, c'est de valoriser les initiatives, les dynamiques qui sont déjà à l'œuvre, pour pouvoir s'appuyer sur cette capitalisation pour ne pas réinventer la roue en permanence et pour pouvoir finalement partir de ces expériences-là pour être en capacité chacun de réinventer les siennes. Il y a bien évidemment 3 leviers très opérationnels pour chacune des organisations qui se met à l'œuvre. D'avoir des données objectives qui permettent de comprendre comment se positionner. De pouvoir avoir des outils adaptés à ses objectifs et à sa maturité pour s'informer, se former et agir. Et bien évidemment avoir les compétences nécessaires et être en capacité de mobiliser l'ensemble des acteurs nécessaires. Alors, si nous regardons un petit peu du côté des exemples inspirants, nous pouvons voir effectivement qu'il y a là de très nombreux cas qui nous permettent de le faire. Que ce soit du côté des partenariats entre intérêt général et économie, à travers le mécénat, les pratiques responsables, l'innovation sociétale, la coopération économique, tous ces 4 modèles de partenariat ont connu un accroissement très significatif depuis une dizaine d'années. Et c'est très intéressant de voir que structurellement parlant, il y a bien évidemment des avancées très significatives. Sur le mécénat, la structuration des pôles mécénat, par exemple, du ministère de la Culture, montre bien l'envie au niveau territorial de structurer l'action mécénat. Au niveau des pratiques responsables, le cheminement depuis 10 ans des achats responsables grâce à la médiation des entreprises et à la charte et au label relations clients et achats responsables, on voit bien que cette dynamique de la porte d'entrée que peut constituer l'achat a donné envie d'aller beaucoup plus loin dans les partenariats qui peuvent se faire sur les pratiques responsables, que ce soit en handicap, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'insertion, bien évidemment. Côté des coopérations économiques, citons le déploiement de l'Alliance dynamique du groupe La Poste, qui depuis 2014 a montré combien cette logique d'alliance entre acteurs économiques et structures d'intérêt général n'est pas seulement une dynamique au niveau national, mais très ancrée sur les territoires. On peut citer par exemple le remarquable dynamique de Viadino entre vignes en Occitanie, qui incarne bien cette dynamique où l'ensemble des acteurs, publics et privés, inventent ensemble le programme et le projet de territoire. Et puis le dernier élément, le 4e, sur l'innovation sociétale, citons bien évidemment peut-être l'une des plus significatives innovations sociétales nées par les acteurs d'intérêt général qui aujourd'hui nous concernent tous, la FM Téléthon, avec le fait d'être aujourd'hui leader mondial des biothérapies génétiques et cellulaires, grâce à la mobilisation de tous, dans le cadre du Téléthon qui a permis de lever 1,8 milliard pour pouvoir faire la recherche qui permet aujourd'hui d'avoir trouvé des solutions thérapeutiques qui étaient inenvisageables hier. Et nous n'aurions pas eu un vaccin en 9 mois s'il n'y avait pas eu ce combat de 60 ans pour permettre cela. Et aujourd'hui, avec un laboratoire d'intérêt général comme Hyposchésie, c'est la capacité à envisager demain les traitements pour les maladies rares. Nous pouvons citer aussi, bien évidemment, le déploiement du service civique d'unicité. Nous pouvons citer aussi les plateformes de mobilité de WeMove. Nous voyons bien la capacité de ces innovations sociétales à être démultipliées grâce à des partenariats publics et privés. Et côté des territoires, la dynamique de catalyse territoriale, aujourd'hui le réseau des pionniers des alliances en territoire, 350 catalyseurs, incarne cette dynamique, cette innovation à partir du territoire. La dynamique Agir ensemble à Charenton-Saint-Maurice a permis de créer un programme de mobilisation autour des jeunes quand élèves et entreprises se rencontrent, qui est devenu aujourd'hui territorialement parlant sur le territoire Paris-Est-Marne-et-Bois, un programme qui a inspiré VitaWin.
que ce soit Agir ensemble en Poitou-Charentes, qui a inspiré la création de Silvergeek, que ce soit le laboratoire des partenariats, qui a permis de créer ensuite Start-up de territoire, et aujourd'hui une capacité de mobiliser les citoyens dans ces initiatives pour être à l'écoute des besoins des territoires. Nous voyons bien que ce soit dans des partenariats, ou que ce soit dans une capacité de mobiliser un territoire, l'ensemble de la dynamique est à l'œuvre. Et nous pouvons, bien évidemment, de là, nous poser la question, comment aller plus loin? Alors, concernant les données, les outils, les compétences, elles existent. Depuis 15 ans, les dispositifs ont été mis en place pour pouvoir capitaliser et mettre à disposition de tous, que ce soit l'Observatoire des partenariats, que ce soit le réseau des pionniers des alliances en territoire, que ce soit le fonds I, que ce soit la création de la DASI, que ce soit le nouveau partenariat avec la chaire Interaction d'AgroParisTech, toute cette dynamique de mobilisation collective pour pouvoir donner aux territoires et aux organisations les données, les outils et les compétences nécessaires est à l'œuvre. Et l'année dernière, il s'est passé un élément structurant sur les 3 enjeux majeurs des leviers structurels. D'abord, du côté de la loi. Comment faire bouger la loi? Eh bien évidemment, cette dynamique de la mission ministérielle a permis de faire une proposition de loi pour expérimenter un droit de l'alliance, que la députée Cathy Racon-Bouzon va porter dans les prochains jours au Parlement. Deuxième levier, la capacité d'avoir une ingénierie d'alliance. Et là, nous avons déjà cité la Fondation des territoires, le fonds I, mais citons aussi l'espace de dialogue entre ingénierie nationale et territoriale, qui est né de cette démarche d'anticipation de sortie de crise pour les acteurs et actions d'intérêt général. Les 21 organisations qui, de façon informelle, ont discuté pendant 4 mois, ont dit mais on va préserver cet espace-là et l'ont conservé. Mais il faut aussi financer cette ingénierie d'alliance. Et c'est tout l'enjeu de l'expérimentation sur les 18 prochains mois du fonds ODD 17 pour soutenir les alliances d'intérêt général co-créées par la Fondation Total et le Rameau. Donc les leviers structurels sont aussi là. Pas seulement les leviers d'outils, de données, de compétences. Les leviers structurels sont maintenant présents. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que nous disposons aujourd'hui de toutes les conditions pour passer à l'action. Alors, interrogeons-nous maintenant à comment agir dès aujourd'hui. Et c'était bien l'enjeu du colloque du 12 janvier 2021 que d'inviter chacun et chacune à pouvoir passer à l'action, que l'on soit une association, une entreprise, une collectivité territoriale, un acteur de l'État, un acteur académique, pour pouvoir le faire aujourd'hui, chacun d'entre nous dispose des outils et des moyens disponibles. Les organisations, les territoires, les collectivités territoriales, les institutions, les investisseurs ont chacun les données, les outils, les compétences sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour agir. Deuxième bonne nouvelle, aujourd'hui, l'usine de la co-construction du bien commun peut être mise en place en France parce que toutes les briques existent. Schématiquement, il faut partager le savoir. Donc partager les données, les outils, les compétences, la recherche qui est disponible sur ces sujets-là. Il faut ensuite être capable d'accompagner au plus près des territoires à travers à la fois un lieu d'écoute et d'attention des territoires et à la fois le réseau d'animation de ces catalyseurs territoriaux. Il faut aussi avoir les moyens de pouvoir expérimenter et innover dans cette dynamique-là. Et troisième levier, au niveau national, d'être en capacité, pour les cas les plus complexes, d'inventer ensemble ces schémas les plus, qui demandent le plus de compétences, de plus de temps, de plus de lever les freins. Et ça, nous avons aujourd'hui effectivement à la fois les espaces de dialogue entre les ingénieries
et cet outil commun d'accompagnement des cas les plus complexes. Et là encore, nous avons bien évidemment besoin de fonds pour pouvoir financer ces expérimentations. Aujourd'hui, tous ces leviers ont trouvé une réponse concrète. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que de l'Observatoire des partenariats sur les données, les 17 espaces de capitalisation, des pratiques qui ont été partagées, les différents programmes de recherche qui permettent de pouvoir mobiliser les acteurs académiques, les différents programmes pour pouvoir aider chacun d'entre nous à apprendre à faire alliance. La Fondation des territoires, le réseau des pionniers des alliances en territoire, l'espace d'ingénierie partagé sur les ingénieries nationales et territoriales, et puis la création du fonds. Tout cela montre bien que les briques existent, les dispositifs existent. Et donc, ce qui nous a semblé très important, c'est de pouvoir remettre tous ces travaux aux acteurs institutionnels. Nous l'avions fait le 7 juillet 2020, lors de la 6e rencontre des pionniers des alliances en territoire, à travers la lettre aux élus, en leur remettant finalement l'accès à tous ces outils, dispositifs. Et c'est ce que nous avons fait en remettant le 12 janvier à l'Assemblée nationale, au CESE et au commissariat au plan, le récit que je viens de vous faire, l'ensemble des outils, des dispositifs qui ont été construits, de leur en donner la logique afin qu'ils puissent eux-mêmes s'en saisir. Voilà ce que nous voulions partager et nous aurons l'occasion tout au long de 2021 de pouvoir avoir des temps de mise en perspective de ce récit de 7 ans à la redécouverte de l'intérêt général, des moyens d'activer cet intérêt général. Le prochain grand rendez-vous commun sera le 12 juillet prochain pour la 7e rencontre des pionniers des alliances en territoire, et nous aurons aussi un grand moment au 1er octobre 2021 dans le cadre de la Fondation pour la co-construction du bien commun. Et chaque réseau d'acteurs, les entreprises, les associations, les collectivités territoriales, les chercheurs, les fondations auront leur temps dédié, et vous aurez toute une série d'outils qui seront mis à disposition de tous. Et voici donc les 4 enseignements que nous avons sur la sémantique, sur la compréhension des besoins, des enjeux et des leviers d'action que nous avions, sur les raisons de la conduite du changement dont nous pouvons espérer, et sur les leviers de déploiement qui sont aujourd'hui actifs. Et donc, en guise de conclusion, nous en sommes au début d'une transformation déjà à l'œuvre. Et peut-être que le sens premier de ce récit, à la redécouverte de l'intérêt général, avait pour objectif de pouvoir partager les éléments qui permettent aujourd'hui de pouvoir faire le pari de la confiance. Certes, nous ne sommes pas arrivés au bout du chemin, mais nous n'en sommes pas au début non plus, et tout ce que nous avons déjà acquis depuis une quinzaine d'années, que nous n'avions pas encore conscientisé, un peu comme une plante qui serait encore sous terre et dont nous n'aurions pas vu les premières feuilles, est déjà à l'œuvre. Et c'est pour ça qu'il nous faut valoriser plus que jamais les actions de proximité, c'est pour ça qu'elles ont un sens profond. Un peu comme là encore, les premières pousses que l'on voit émerger, pousses qui ne peuvent être des pousses que d'une marguerite, mais pousses qui peuvent être aussi celles d'un cèdre du Liban, qui mettra 100 ans pour pousser, mais qui sera la garantie que nous serons encore dans 100 ans les éléments de nos enfants qui seront fiers de ce que nous aurons planté. Donc ne nous trompons pas, nous ne sommes pas à la fin du monde, peut-être sommes-nous à la fin d'un monde. Mais comme je l'évoquais tout à l'heure, Chrysalide devient un papillon, et peut-être que la meilleure chose à faire est de nous rassurer sur le fait qu'une fois que nos ailes de papillon auront pu se consolider, eh bien, nous pourrons prendre notre envol. C'est en tous les cas fort des observations de terrain
que depuis 15 ans, le Rameau peut observer concrètement avec les 500 organisations avec lesquelles il chemine en compagnonnage depuis lors, nous pouvons réellement croire en cette renaissance. Car oui, tel est bien l'enjeu de 2021, c'est de croire en une capacité de renaissance. Mais ne nous trompons pas, la dernière renaissance, celle du XVIe siècle, a mis 120 ans. Et donc ce n'est pas une renaissance en 12 jours qui va nous permettre de pouvoir appréhender l'ampleur des transformations. Mais c'est bien une capacité à voir que nous sommes déjà en plein cœur de cette transformation. Et pour des raisons que l'on pourra évoquer dans une prochaine vidéo, nous pouvons qualifier dans les travaux de recherche que nous avons déjà 70 ans de cheminement derrière nous. Nous n'en sommes pas à la fin. Et donc les 10 ans qui nous amènent à l'agenda 2030 sont bien ceux qui vont nous permettre cette renaissance. Et ne nous trompons pas non plus, malgré la difficulté de ce que nous vivons aujourd'hui, le chemin que nous sommes en train de faire est un chemin qui nous ouvre vers une capacité à avoir un 21e siècle plus solidaire, fraternel, durable. Donc non, la Covid n'a pas tué le monde, mais oui, elle a révélé le fait que nous ne sommes plus une chrysalide, mais que depuis quelques années, nous sommes devenus papillons. Et je vous invite réellement, pour le croire, à regarder en proximité toute notre capacité à trouver des solutions dont nous aurions jugé impensable même le fait de pouvoir le faire. Qu'elles viennent des initiatives citoyennes, des associations d'intérêt général, des entreprises, grandes ou petites, des collectivités territoriales, des services de l'État, des acteurs académiques, des fondations, des syndicats. Dans tous les milieux aujourd'hui, et notre laboratoire de recherche peut en témoigner, il y a des espoirs qui sont en germe. Ce sont ces espoirs que nous voulions partager en ce début 2021 et surtout vous dire que si nous pouvons aujourd'hui, avec une telle affirmation, dire que c'est possible, c'est parce que depuis 7 ans, nous avons cheminé avec une centaine d'organisations de nature très différente, que nous avons pu constater cette capacité, chacun à nous révéler meilleur que nous ne pouvions le penser grâce aux autres. Et oui, l'intérêt général est dès aujourd'hui l'affaire de tous, mais bien mieux encore, nous sommes déjà dans l'action de cet intérêt général dès aujourd'hui. Alors, hâtons-nous, accélérons le mouvement. Merci à tous et à très bientôt.